Bonjour les gens qui viennent de nous attraper sur YouTube dans 10 ans, je ne sais pas quand. Je faisais juste faire un bref survol du cours, de la formule du cours. Donc c'est ça, le cours va être disponible en différé sur YouTube. Les notes sont disponibles sur GitHub. Je vais cliquer pour changer de fenêtre pour que vous voyez ce que je veux dire. Stop. Donc il y a ce site-là ici. On est bien ici. Ce site-là ici qui est là où toutes les notes de cours vont se trouver. Puis si vous descendez, au début, c'est pas beau, là, il y a juste comme des dossiers avec des fichiers, mais si vous descendez, vous allez voir Introduction à Linux, une petite description du cours, et puis format, etc., les choses dont on vient de discuter. Puis plus bas, plan de cours, vous allez avoir les notes de cours. Donc, semaine 1, si vous cliquez sur le lien ici PDF, vous allez télécharger le PDF que je suis en train de visionner avec vous, puis pour les autres semaines, ça va venir. J'ai mis des idées qui vont être couvertes dans le cours plus tard. Puis, je suis ouvert à vos suggestions. S'il y a un sujet particulier là, que vous auriez envie d'apprendre plus, c'est ça, juste à me dire. Donc, ça, c'est pour le site. Je vais retourner au PDF. C'est ça. Pour les utilisateurs de Windows, je ne sais pas trop, toi, de Windows, mais tu as déjà téléchargé? Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché de télécharger, mais tu as téléchargé. Non, parce que c'est mis un host. Oui, mais tu as téléchargé le fichier sur ton ordi. Charles, tu as fait ça aussi. Toi, sur l'ordinateur avec Windows dessus, j'imagine. Est-ce que tu as téléchargé le petit exécutable? Oui, ça veut juste mettre. OK, on va regarder ça ensemble, on fait tantôt. Tu es sur Windows, est-ce que tu as téléchargé l'outil? Puis, you have a Mac, so you're covered. Est-ce que tout le monde a téléchargé le logiciel qui a le lien? Ceux qui ont Windows, en fait, là? Oui. Oui, OK. J'ai fait une petite section d'histoire de Linux, puis je vais passer vite là-dessus. Si vous voulez le lire, c'est tellement long, mais en gros, c'est juste pour dire que depuis peut-être les années 70, c'est des ordinateurs qui ont des systèmes Unix ou les descendants de Unix qui sont utilisés dans les universités, puis même dans les grosses compagnies pour faire des analyses. C'est pas différent encore aujourd'hui. Les serveurs qui soutiennent Internet sont majoritairement des serveurs Linux aussi. Donc, pour être capable de faire des analyses, soit sur des ordinateurs Mac, qui sont descendants de Unix aussi, soit sur des serveurs Linux, ben, il faut être capable d'utiliser les commandes Linux. En gros, c'est ça qui est dans cette section-là. Maintenant, pourquoi utiliser spécifiquement en biologie, pourquoi utiliser Linux? En biologie ou en sciences, parce qu'on va être capable d'explorer nos données rapidement, on va être capable de faire des analyses et de les refaire souvent, soit sur des jeux de données différents, soit avec des paramètres différents, soit pour tester des paramètres. Puis on va être capable d'analyser des données avec des programmes qui demandent beaucoup de puissance de calcul. Donc pour faire ça, je vais baisser un peu le son parce que je vous entends bouger vos tasses, je ne sais pas quoi, Rimouski. Pour faire ça, il faut se connecter sur des serveurs Linux. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va se connecter sur un serveur et on va commencer à pratiquer des commandes qui nous permettent d'utiliser ces serveurs-là. Exemple d'analyse, ben, j'ai juste mis quelques exemples de choses qui se font typiquement sur des serveurs parce que ça demande soit beaucoup de puissance de calcul. Ben, la plupart du temps, c'est ça. Donc, assemblage et annotation de génome, alignement de séquences. Trouver des séquences similaires avec les blasts. Quand on a juste quelques séquences, ben, c'est facile de faire ça soit sur le serveur en ligne de NCBI, sur le serveur. Mais une fois qu'on a des dizaines de milliers de séquences ou des centaines de milliers de séquences ou plus, ben là, ça devient difficile. Génotyper des individus avec les techniques de génotypage par séquençage, ça c'est le GBS ou le rad sequencing, pour ceux qui connaissent ça. Analyse d'expression de gènes, c'est des biopus, là, mais on parle surtout de RNA-seq, qui fait que c'est le séquençage d'ADN complémentaire pour regarder l'expression des gènes de l'individu, puis analyse de régulation d'expression. C'est comme des trucs plus génétiques, génomiques, c'est plus les choses que je suis un peu habitué de voir dans notre labo, entre autres, mais il y a d'autres applications aussi. Plus tard dans la formation, on va essayer de faire des trucs de base d'analyse, donc compter des séquences, ça c'est facile, nettoyer des fichiers de séquences, rechercher des séquences similaires avec des blasts sur le serveur,
puis assembler des génomes bactériens. On va voir comment ça marche sur le serveur. C'est un serveur très puissant qu'on a. Donc, on va tout de suite commencer pour se connecter sur Linux. Sur Linux puis macOS, tout le monde qui a Mac, dans le fond, ou Linux est capable d'ouvrir un terminal. Oui. Est-ce que de votre côté, à Rimouski, ceux qui ont Mac ou Linux sont capables d'ouvrir un terminal sur leur machine? Oui, pas de problème. Ah, va dans les applications. Si jamais vous avez quelqu'un à côté de vous qui est capable de vous aider, c'est plus facile qu'à distance. Sinon, en attendant, ben, c'est ça, les autres qui ont. Je vais continuer avec la portion Windows, puis essayer de régler ce problème avec Mac. Fait que si vous avez Linux ou Mac, ça ne sera pas vraiment compliqué. Je vous ai envoyé probablement déjà un mot de passe. J'ai pas amené ça. Est-ce que tout le monde ici a des infos de login mot de passe que j'ai envoyé par courriel? Non? Je les ai comme oubliés dans mon bureau. Non, pas nécessairement. Je vais débrancher l'écran ici. Ouais. Ils ne verront pas. Je vais débrancher ça ici. Je ne ferai pas que vous voyez tous les mots de passe. Message annonce. J'ai pas ça. Peut-être, ouais, JS. Mado, elle devrait être là, sinon je vais te donner la clé. Bon, fait que je vais passer quand même à la section Windows. Ceux qui sont sur Windows, vous pouvez cliquer sur l'exécutable PuTTY.exe. Il n'y a pas de manière le fun de prononcer ça en français, j'imagine. Je vais appeler ça PuTTY. Puis PuTTY, ça se dit comme mal. Là, fait que, donc, juste à double-cliquer sur ça, puis je vais vous montrer de quoi ça est supposé avoir l'air. Donc, je vais vous partager avec vous la fenêtre que ça ouvre. Vous devriez voir la fenêtre. Bon. Fait que vous allez avoir une petite fenêtre comme celle-là. Ça se peut que vous voyez mal en haut, là, dépendamment s'il y a les logos du rack ou pas du rack, mais de Google. Vous allez avoir une petite fenêtre comme ça. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire pour ceux qui ont Windows? C'est faire un petit peu de configuration pour que ce soit plus beau à utiliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, on va se créer une session rack. Je vais en faire une en majuscule, je vais m'en refaire une nouvelle. Puis je vais sauvegarder. Oui, je n'ai pas l'autre save. Je n'ai pas vraiment voulu me sauvegarder, hein? OK, puis je vais mettre le nom, le hostname en haut, là, ça c'est le nom du serveur. Le nom du serveur c'est rack.ibis. Ça c'est l'institut où on se trouve présentement. Là, je vais mettre qu'on arrête de vous voir quand vous parlez, c'est étonnant. OK. rack.ibis.ulaval, c'est l'université ici.ca. Donc, si vous mettez ça, là, je vais faire save. Pas save sessions. Comment je fais pour faire save? J'ai-tu fait load? Non. Peut-être qu'il n'y a pas ça que j'en ai deux qui ont le même nom, en majuscule et en minuscule. Bon, c'était ça mon problème. Donc, en faisant save, je viens de créer une session ici qui va rester permanente la prochaine fois. Puis on va faire un petit peu de modification parce que sinon, ça ne sera pas très beau par défaut. Donc, on va aller dans Apparence. Puis là, dans Apparence, ici, il y a un petit bouton Anti-Alias. Ça veut dire que ça va juste faire des lettres qui sont plus belles. Là. Au lieu d'être plein de pixels ou tout croche, ils vont être lissés. Donc, si vous cliquez sur le petit bouton, ensuite, vous pouvez aller dans Change pour changer la police. Puis, il s'agit de choisir une police dans laquelle il va y avoir le mot mono. Okay? Mono, ce que ça veut dire, c'est que toutes les lettres prennent le même espace. Ça va être pratique pour, dans le terminal. Puis après ça, ben, moi, je vais mettre une grosseur de police assez grosse pour que vous voyez bien. Puis, je vais mettre bold. Mais vous pouvez choisir, faire des tests et voir ce que vous voulez. Ce que vous préférez. Je vais tourner dans Session en haut, puis je vais refaire Save pour être sûr que j'ai sauvegardé.
Donc, ceux qui ont ouvert un terminal sur Mac, merci Jess, sur Mac ou Linux, juste ouvrir le terminal et taper les informations d'utilisateur que vous avez reçues. Est-ce que quelqu'un d'autre a besoin d'informations? Oui, non. Ton utilisateur, si tu veux connecter au serveur, SSH. C'est pour l'autre. L'espace, ton nom d'utilisateur. Donc, s'il y en a qui n'ont pas leur login encore, là, demandez à René, elle en a qui peut vous distribuer. Ibis, non, RAC, pardon. RAC. Ouais, que c'est écrit mono. Mais j'ai jamais vu sur Windows de quoi ça avait l'air. Au pire, essayez quelque chose, prenez-en une commune, genre Arial ou je sais pas quoi, ou Courrier. Courrier, dans le fond, c'est une police mono la plupart du temps. Enter. Tu devrais rentrer les modules yes. Je te demande juste si c'est vraiment le serveur sur lequel tu veux. Non, Ceux qui ont Windows, regardez à l'écran. Je vais finaliser la connexion. Au pire, vous changerez les settings de police après. Je vais faire Open. Je ne sais pas si ça va suivre. Non. Il va falloir que je partage la nouvelle fenêtre que ça m'a ouvert. Celle-là ici. Donc, ça m'a ouvert cette fenêtre-là ici. Puis là, je vais devoir rentrer mes informations de login. Donc, moi, je suis le user 31. Puis vous avez eu d'autres informations peut-être. User 1 à user 99. Donc, user 31, je pèse sur Enter. Puis là, on me demande mon mot de passe. Je tape mon mot de passe, c'est normal s'il n'y a aucun feedback visuel, là, ça ne met pas de petites étoiles ou quoi que ce soit. Puis là, quand j'ai tapé mon mot de passe, je peux me connecter. Je vais t'en prendre un. Là. Pour Mac aussi. Pour Mac 2, you will need. T'en as plus deux, je vais en acheter un à Studio. Okay. Est-ce qu'il y en a qui ont Windows et qui n'ont pas réussi à faire ça? On va essayer de régler ça tout de suite, puis après ça, on va connecter les gens qui sont sur Mac. Rimouski, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à connecter de cette façon-là? Tout est beau. OK, merci. Ici, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas réussi à connecter à date avec leur information? Oui, ils ne sont pas là. Charles, c'est correct. Alice? OK. Fait que tout le monde est connecté qui était sur Windows. Fait que moi, je vais fermer cette fenêtre-là, puis je vais montrer comment se connecter dans le terminal pour les gens qui ont Linux ou Mac. Donc, je ferme la fenêtre ici. Je vais ouvrir un autre petit terminal que je vais vous partager. Ça ne sera pas long. Oups. Donc, j'ai un autre terminal ici qui ressemble au terminal qu'on avait un petit peu avec Fuzzy. Pour se connecter, on va utiliser la commande SSH. SSH, c'est la commande, dans le fond, quand on veut se connecter sur un serveur à distance. Vous allez utiliser votre nom d'utilisateur. Moi, c'est user31, @, puis ensuite, c'est le même nom de serveur, rac.ibis.ulaval.ca. Donc, les gens qui ont ouvert un terminal dans Mac ou Linux, s'il y en a, vous avez juste à taper cette commande-là. La première fois que vous allez faire ça, soit dans Putty ou soit dans Linux Mac, là, le serveur ou votre ordinateur va vous demander de confirmer que vous faites confiance au serveur parce que c'est la première fois que vous vous connectez. Juste à taper yes ou cliquer sur oui avec Putty. Puis, même affaire, si je tape mon mot de passe Putty, je suis maintenant connecté. Est-ce que vous arrivez à bien lire à l'écran les gens qui sont à Rimouski? Oui. OK. Puis les gens ici, là, quand on va être rendu dans le terminal, là, je vais fermer les lumières pour qu'on voit mieux. Là. Donc, à partir de là, je vais retourner à mes notes juste pour confirmer que on rentre un peu dans le vif du sujet. On est rendu à la section 3 sur le terminal et les commandes de base.
Donc maintenant, on est connecté. Dans le fond, pour se connecter à Linux, tout ce qu'on avait à faire, c'est soit SSH, username, arrobas, le nom du serveur, soit d'utiliser PuTTY sur Windows. Donc, y a-t-il des questions jusqu'à présent? Y a-t-il quelqu'un qui a eu des problèmes à se connecter? Vous êtes tous connectés et ça va bien à Rimouski? Oui. OK. Donc, à partir de là, on va tomber dans les commandes. On va commencer tout de suite à pratiquer des commandes. Vu qu'on est connecté sur le serveur, il faut savoir comment l'utiliser. Moi, je vais vous mettre la lumière ici, puis je vais suivre le plan de cours. On est rendu à la section 3. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé en PDF, ça peut valoir la peine. Donc, ce que je disais dans les notes, c'est une fois que vous avez réussi à faire tout ça, ce que vous avez réussi à faire, c'est de faire apparaître un terminal avec un petit curseur qui attend vos commandes. Puis ça, pour les gens qui n'ont jamais joué sur Linux, des fois, ou dans un terminal, ça fait peur un peu. Si vous avez déjà fait un peu de R, ben, ça finit par être similaire. C'est une commande interactive dans laquelle vous pouvez taper des commandes puis avoir une réponse. C'est aussi là que vous allez vous déplacer dans vos dossiers, préparer vos fichiers pour des analyses, installer des programmes, lancer des programmes. Donc, on va tout de suite commencer pour voir comment on lance des commandes dans le terminal. Je vais utiliser la commande BAT comme exemple. Il suffit de taper le nom de la commande. Parfois, il y a des paramètres, parfois, il y a toutes sortes de choses qui vont après. Puis de faire Enter, puis on a le résultat de la commande. Donc, ça, c'est une commande, des commandes les plus simples qu'on pourrait utiliser. Certaines commandes vont prendre des arguments, comme par exemple, je dois lui mettre quelque chose ici. Je vais juste mettre Hello pour l'instant. Puis, la commande Echo, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un peu comme une commande print. Elle va réafficher à l'écran qu'est-ce qu'il y a. Je pourrais aller en méchante grippe pour les gens qui toussent à Rimouski. Donc, c'est ça. Cette commande-là prend un argument qui est ou plusieurs, il peut y avoir des paramètres, là, on ne les a pas vus encore. Elle va juste l'imprimer à l'écran. Donc, c'est quoi les commandes dont on a besoin pour commencer? C'est des commandes pour se déplacer dans les dossiers, voir les fichiers qu'il y a dans les dossiers, créer des fichiers, créer des dossiers, renommer, effacer, tout ça. Peut-être, Jess, quelqu'un qui a un Mac ici, pouvez-vous me confirmer quand vous copiez-collez dans le terminal de quoi ça a l'air? Vous faites juste pomme-C, pomme-V, puis ça marche? Oui. Ça marche pas. Fait que les gens qui ont Mac, si jamais vous voulez, vous pouvez utiliser la touche commande ou la touche pomme, là, commande C, commande V pour copier-coller dans le terminal les commandes. Pendant le cours, je vous suggère vraiment de ne pas copier-coller les commandes mais de les écrire. Le but, c'est de les apprendre. Pour les gens sur Windows, avec PuTTY, ça a l'air de marcher. OK, c'est compliqué. Puis dans le terminal, c'est compose. On va checker ça. Fait que les gens qui utilisent PuTTY plutôt, là, je ne sais pas comment faire du copier-coller. Si quelqu'un trouve la solution, vous me le direz. Sinon, je vais peut-être essayer de regarder ça. Une petite question rapide. Ouais. Ouais. On arrive à l'écrire ça. Ouais. Juste une formation ancienne. Peut-être. Fait que la question, c'est pourquoi, je vais vous remettre la commande, là, comme ça. Pourquoi j'ai mis des guillemets autour de méchante grippe, alors que j'aurais pu sûrement mettre juste... Ça aurait fonctionné. La commande Echo était comme assez intelligente là, pour essayer de voir c'est quoi le texte, c'est quoi les arguments, et tout ça. Et dans certains cas, la commande peut accepter juste un argument. Puis en mettant des codes comme ça, on s'assure que tout le bloc de texte, quand on met des codes, dans le fond, tout ce qui est entre les codes, c'est traité comme une information qui est une chaîne de caractères. Puis on s'assure que ça fonctionne bien. C'est normal, mais j'ai réussi à copier-coller Ouais. juste avec le clic gauche. Avec le clic gauche, le clic droit. Fait que tu as surligné quelque chose, puis tu as fait le clic droit dans la fenêtre. Au niveau du curseur, après, je fais. OK. Ça se peut que ça fonctionne. C'est ça. C'est juste surligner quelque chose. La commande.
Ouais, fait clic. Ça marche dans certains cas. Fait que là, qu'est-ce que... Ouais, OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on me dit, là, c'est que dans PuTTY, si dans le PDF, vous soulignez du texte comme ça ici, puis que vous retournez par-dessus la fenêtre PuTTY, puis que vous faites un clic droit, moi, j'ai pas fait un clic droit parce que je suis sur Linux, j'ai fait d'autres choses, vous allez copier-coller le texte. Donc, ça peut être une façon rapide, des fois, là, dans le futur, quand on aura des longues commandes ou quelque chose, de copier-coller. Mais encore une fois, je vous dis, ça vaut la peine de taper des commandes vu qu'on est en train de les apprendre. Sur Linux, le truc pour faire ça, si jamais il y en a qui veulent savoir, quand on surligne quelque chose, là, je peux le surligner ici ou dans un autre document. Si je clique sur la roulette de la souris, ça copie. Donc, les premières commandes importantes à connaître, dans le fond, c'est les commandes pour savoir où on est, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier où on est, et se déplacer dans les dossiers. Donc, on va utiliser ces commandes-là. Pour savoir dans quel dossier on se trouve, on utilise la commande pwd. Là, les commandes, des fois, ils ont des noms comme ça qui sont moins le fun, mais en sachant qu'est-ce que ça veut dire, des fois, c'est plus facile à retenir. pwd, c'est pour Present Working Directory, fait que c'est le dossier présent, le dossier courant dans lequel vous vous trouvez. Donc, présentement, moi, je suis dans le dossier /home/user31. Ça, c'est mon dossier qu'on appelle mon home folder, fait que mon dossier d'utilisateur. Après ça, si je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier-là, je peux taper la commande ls. Oh. Regardez pas qu'est-ce que je fais. ls, puis ça devrait ressembler à ce que vous avez présentement dans votre dossier. Il y a un fichier qui s'appelle mot-de-bienvenue.txt. On va apprendre tout de suite une commande qui permet d'afficher le contenu des fichiers pour voir ce qu'il y a dans ce fichier-là. Donc, la commande cat, qui veut dire concaténer, va concaténer différents fichiers un après l'autre, mais on peut lui donner juste un autre fichier comme ça. Mot de bienvenue. Je la lance, on voit ici, j'ai bienvenue au cours d'introduction à Linux. Donc, peut-être ça pour vous autres. Ça m'a affiché ce qu'il y avait dedans. La commande s'appelle concaténation parce qu'on peut lui donner plusieurs arguments. Je vais mettre le même fichier quelques fois. Là. Puis vous allez voir qu'elle concatène le texte de tous les fichiers un à la suite de l'autre. Maintenant, un petit truc, quand je tape 4, ça s'affiche assez vite, là, parce que pour être capable de faire ça, vous tapez le début du fichier puis vous utilisez la commande tabulation sur votre clavier. Quand le bout de fichier ou le bout de nom de programme ou de fichier que vous avez tapé peut correspondre à une seule possibilité, comme dans ce cas-là, dans notre dossier, là, on a vu, là, il y avait juste ça, OK? Donc, si je fais 4, juste M, tabulation, ça va compléter au complet. Si j'avais un autre fichier, là, je vais écrire un autre fichier. Il va arrêter au prochain bout parce que ça devient ambigu. Tout ce qu'il y a dans mon dossier présentement, ça s'appelle... je m'excuse, je vais juste... Ça s'appelle mot de quelque chose, donc il sait qu'il peut se rendre jusque-là. Si je fais tabulation une deuxième fois, il va m'afficher les possibilités. OK? Donc, je n'ai pas besoin de savoir par cœur tout ce qu'il y a dans mon dossier. Je sais que mon fichier s'appelle mot de quelque chose. Je peux commencer à taper, puis appuyer sur tabulation 2 fois, puis il va me dire les restes. Donc, si je regarde qu'est-ce qu'il y a dans le mot de salutation, ben, il n'y a rien présentement parce que j'ai rien mis. 4 mots de... Là, j'ai juste à taper un P. À partir de là, il y a juste une possibilité, donc il peut compléter. Puis on voit qu'est-ce qu'il y a dans le fichier. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Harry Mouski, avez-vous des questions? C'est juste que moi, j'ai plus la... J'arrive plus à rentrer les commandes parce que je suis... Parce que je suis quoi? Parce que tu as fait juste 4. Oui. Ah, ok, bon, c'est bon, ça se peut. Je vais faire la même affaire que toi, ça peut être une erreur. Si je fais seulement 4 comme ça, là, on voit qu'à l'écran, je peux plus rien faire, ok? Je vais le refaire ici. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est que 4, elle veut avoir soit un fichier ou soit elle veut avoir de l'input.
Donc, si je lui donne de l'input, là, je tape n'importe quoi, elle vient de me l'afficher à l'écran. Elle est en train de concaténer ce que je lui donne directement. C'est un fichier. Si on veut sortir d'une commande qui est en train de s'exécuter, on va faire CTRL-C. CTRL-C, dans le fond, c'est cancel. Donc, dans ce cas-là, si tu fais CTRL-C, tu vas sortir de 4 qui attendait d'avoir un input de ta part. Est-ce que ça fonctionne? OK. Donc, un autre truc, là, dans le terminal, là, il y a plein de trucs magiques que vous pouvez faire. Là. Quand je fais ça comme ça pour effacer, là, il y a une commande pour ça. Hop, as. OK. Je peux faire la commande clear. La commande clear va vider le terminal comme ça. OK. Donc, si je fais encore 4, puis là, je vais enlever ça. C'est la vide le terminal. Je ne suis pas obligé de faire clear non plus. Je peux simplement faire CTRL-L. CTRL-L, ça va faire la même chose. Ça fait juste vider le terminal. Donc, si vous tapez plein de choses, puis à un moment donné, ça devient difficile de voir parce qu'il y a trop d'informations, faites seulement CTRL-L, puis ça devient vider le terminal. Ça marche sur Windows aussi? Sur PC, ça marche de faire CTRL-L? Charles? Ou Alice? Ah, toi, tu es sur Linux? Ah, OK. Est-ce que tu as testé? Oui? OK. Ça fait que y a quelqu'un d'autre qui est bloqué quelque part dans une commande ou. Oui? Oui, OK. Donc, pour sortir de n'importe quoi qui est en train de s'exécuter, là, je vais faire la commande sleep qui fait juste attendre. Okay? Je vais y faire attendre beaucoup de secondes. Là, on est pogné là pour longtemps. Si je veux sortir de ça, je fais CTRL-C. CTRL-C, cancel. Donc, je cancelle la commande. Faites-le pas, OK? Je vais répéter, faites-le pas présentement, mais si vous faites CTRL-D, CTRL-D, c'est pour fermer un programme. Présentement, le programme dans lequel vous êtes, c'est le terminal. Si vous faites CTRL-D, vous allez fermer le terminal, vous allez devoir vous reconnecter. OK? Qu'est-ce que je pourrais lancer qui pourrait répéter CTRL-D? Non, mais c'est ça. Faites pas CTRL-D pour l'instant. Ensuite, dans le but de pouvoir explorer un peu plus pour le cours, parce que finalement, tout ce qu'on a dans notre dossier, c'est ça. Ah, point out, ça doit être le résultat de 4 ou de je ne sais pas ce que j'ai fait là. Je vais effacer ces. Est-ce que tu peux nous répéter c'est quoi ls en fait pour afficher le dossier? Oui, OK. ls, dans le fond, la commande, le nombre en anglais, ça peut être list. Fait que c'est pour lister les fichiers qu'il y a dans un dossier. Donc, présentement, dans notre dossier, si je refais pwd dans mon dossier home. Dans ce dossier-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a seulement le fichier mot de bienvenue. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a d'autres options qu'on peut mettre. Si vous avez déjà suivi le PDF, vous avez vu. Mais si je fais ls-lh, ça, c'est la manière de dire des options dans le fond. ls-l, c'est l'option L. L'option L, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'au lieu de m'afficher tous les fichiers avec juste les noms, elle va prendre une ligne par fichier, puis elle va m'afficher de l'information supplémentaire ici concernant le fichier. Ça ici, c'est quelque chose qu'on va revenir plus tard, mais c'est les permissions du fichier. Ça ici, c'est différent pour les fichiers et les dossiers, mais ça veut dire qu'il existe juste une copie de ce fichier-là. Ça ici, c'est la personne à qui appartient ce fichier-là, c'est moi. Dans votre cas, ça va être le user. Ensuite, users, c'est le groupe à qui appartient ce fichier-là. On est tous dans le même groupe users pour l'instant. Puis 44, ça, on est le 44 février 2003. Non, je pense pas que c'est ça. 44, je sais pas c'est quoi. OK, c'est 44 octets. C'est la taille du fichier. C'est pour ça que je vais tout de suite vous montrer une autre option, ls-lh. Ouais, dans ce cas-là, c'est pas génial. Mais bon, le hash ici, qu'est-ce qu'il rajoute? C'est que le chiffre ici, c'est des octets. Mais si jamais c'est un fichier qui avait 10 000 octets, ben, il va nous mettre 10 KO pour kilo-octet plutôt que d'avoir 10, 8, 7, 1, mettons, qui est moins le fun à lire. Donc, pour les gros fichiers, utiliser le hash, c'est super intéressant parce que sinon, un fichier de 1 gig, ben, ça va être la taille, ça va être 1, 7, 8, 9, 4, 2, 3, 1, 7, 8, puis c'est dur de savoir c'est quoi la taille du fichier. Sinon, si on lui met le hash, on va nous dire c'est 1 GO, 1 gigaoctet. Y a-t-il des questions par rapport à LH ou à LS? Dans le fond, les options, là, on peut les mettre séparément. Là. Moins L, moins H, ça va fonctionner, mais il y a beaucoup de programmes que si c'est des options de une lettre comme ça, ils acceptent qu'on les colle ensemble, qu'on les mette toutes ensemble.
Il y a une autre option, là, je vais vider l'écran. Il y a une autre option qui est intéressante, ls-lh, A, je vais ajouter A. A, c'est pour all, c'est pour afficher tout ce qu'il y a dans le dossier. Là, vous allez voir que dans votre dossier, il y a des trucs cachés. Donc ici, si je fais ls-lha, je vais faire juste ls-a pour ne pas l'avoir en liste. Je vois toutes sortes de choses cachées. Okay? Les choses cachées, dans le fond, c'est tous les fichiers ou les dossiers qui commencent par un point. Du moment qu'il y a un point, c'est un fichier caché. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le voir ou qu'on ne peut rien faire avec. C'est un fichier comme les autres, mais il n'est juste pas affiché par défaut. Il y a les trucs en bleu, peut-être que vous avez de la couleur ou non, je ne sais pas, Alice, dans est-ce que tu as de la couleur pour les dossiers? Oui. C'est quoi ton nom déjà? Clara. Puis est-ce que tu vois de la couleur pour les dossiers? Tu as du bleu? Bon, parfait. Donc les dossiers sont en bleu, et les fichiers sont en blanc, ou la couleur que vous avez choisie. Ces fichiers-là, puis ces dossiers-là, là, je vais remettre ls-l-a. On va mieux les voir. Comme ça. Ben, moi, je préfère des fois afficher dans ce sens-là. C'est juste plus logique parce que c'est alphabétiquement trié de haut en bas. Les dossiers sont tous en haut. Tous ces fichiers-là, c'est des fichiers que moi, je me suis arrangé pour que vous ayez dans votre dossier puis qui vont vous aider si on fait des choses plus avancées plus tard, comme d'utiliser Vim, qui est un éditeur de texte, puis d'avoir des raccourcis intéressants. Puis, en fait, la couleur dans votre terminal, d'avoir les dossiers en haut, c'est toutes des options qui sont dans .bashrc. Donc, c'est des fichiers de configuration pour différents trucs. On n'a pas trop besoin de s'en servir, mais c'est des choses, si vous devenez plus avancé sur Linux, qui sont importantes. Pour l'instant, tout ce qui nous intéresse dans le dossier, c'est ce qu'on voit avec la commande ls. Puis, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va essayer d'aller chercher d'autres choses. La commande cp, c'est la commande copy. C'est pour copier. Fait qu'on va copier un dossier que j'ai créé, qui est ailleurs sur le système. Quand on veut copier un dossier, on utilise l'option R. Et si on copie un fichier, par exemple, je vais copier mot de bienvenue, puis je veux mettre mot de bienvenue 2. Là, on voit que j'ai fait une copie. Okay? Pour copier un fichier, on peut faire ça. Si on veut copier un dossier, il faut mettre un -R. Il faut mettre l'option R. L'option R, dans le fond, c'est récursif. Donc, c'est récursif, ça va copier le dossier et tout le contenu. Si on essaie de copier un dossier et qu'on ne met pas le R, ça ne va pas fonctionner. Je vais l'essayer sans le R, puis je vais vous montrer. Le dossier qu'on va copier, pour l'instant, je l'ai mis sur le système. Il est dans cours. Moi, je sais qu'il est dans slash. C'est important de mettre le slash. Le slash ici, c'est la racine du système. C'est comme la base du disque dur, si vous voulez. Donc, je sais qu'il est dans cours. Pas besoin de taper tout le reste, je fais juste tabulation. Puis là, je sais qu'il est dans cours 1. Puis c'est ça que je veux copier. Tout ce dossier-là, je vais le copier dans mon dossier où je me trouve présentement. Le dossier où je me trouve présentement, c'est le dossier point. Toutes les fois qu'on utilise le point comme ça, là, le point, ça veut dire le dossier présent. Là, j'ai une erreur. On me dit j'omets de copier le dossier, blablabla, parce que j'ai pas mis l'option R. Donc, si je mets l'option R, je viens de copier le dossier. Puis comment je fais, quelle commande je vais lancer pour être capable de visualiser qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier? ls. Puis là, je vois que j'ai ma copie de mot de bienvenue que j'ai faite, mais j'ai aussi cours 01. Donc, cours 01, c'est un dossier qui a différentes choses dedans, qu'on va explorer un peu, et qui va contenir aussi des exercices que vous allez pouvoir faire après, pour pratiquer ce qu'on a vu aujourd'hui. Pour se déplacer dans les dossiers, parce que là, c'est bien beau de voir dossier 1, mais on veut voir qu'est-ce qu'il y a dedans. On va commande CD. CD, le truc pour s'en souvenir, c'est Change Directory, fait que changer de dossier. Ben, ça marche en français aussi, changer de dossier. Si jamais vous avez de la misère à retenir toutes ces commandes-là, c'est bien possible. À la fin du document que je vous ai donné, que apparemment j'ai réussi à splitter en 4 parties. Oui, non. Mot de la fin. Bon, la dernière page, à la page 11 du document PDF que je vous ai donné, il y a une liste des commandes importantes qu'on a vues aujourd'hui. Toutes les commandes sont là, avec leur nom.
c'est-à-dire CD, PWD, LS, avec le nom en anglais pour s'en souvenir, avec une courte description de ce que ça fait, et avec les options qu'on utilise souvent. Ça peut vous servir d'aide-mémoire. Donc, la commande CD, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour Change Directory, on lui donne un nom de dossier. Vous pouvez taper au complet, là, mais je vais vous recommander fortement là, d'utiliser la touche Tab. OK? C'est assez important. Vous allez sauver beaucoup de temps en utilisant la touche Tab. Peut-être même des problèmes de poignet ou je sais pas quoi en tapant. Des fois, les noms de fichiers ou de dossiers sont longs, là, c'est pas le fun à taper. Donc, la touche Tab, c'est bien. Vous allez aussi vous sauver des erreurs de frappe. Si je tape comme ça, je ne vais pas aller dans le dossier cours 01 parce que je n'ai pas tapé cours 01. Donc, si j'avais un long nom de dossier que je tape, puis je fais une table, puis il y a une erreur, c'est juste plate. Si je suis capable de taper tout ça, je vais m'assurer que c'est tapé comme il faut en utilisant tab. Donc, je me déplace dans le dossier cours. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On voit que, je vais effacer tout ça, on voit que cette partie-là ici qu'on appelle le prompt, prompt, là, dans le fond, ça veut dire demander en anglais. Là. Pourquoi on appelle ça le prompt? C'est parce que là, avec le petit curseur qui clignote, là, il est en train de me demander de taper une commande. Donc, tout ça ici, c'est le prompt. Et on voit que le prompt a changé. Avant, je vais retourner dans mon dossier où j'étais. Avant, j'avais juste user 31 chez le serveur rack. Donc, je suis connecté au serveur rack. 2.tilde$. Le tilde ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un des dossiers spéciaux. Je vais refaire ls-lha pour vous montrer. Dans les dossiers spéciaux, il y a le dossier point. Je vous ai déjà dit tantôt, le dossier point, c'est le dossier dans lequel on travaille présentement. Le dossier point-point, c'est le dossier parent. C'est celui qui est juste au-dessus. Donc, présentement, si je fais PWD, je suis dans le dossier Home User 31. Le dossier point-point, présentement, c'est le dossier Home. C'est celui qui est juste au-dessus. Si je faisais CD, point, on voit, je suis rendu dans /home. Si je fais CD, user 31, ben, je suis à nouveau dans mon dossier. Donc, le dossier point, le dossier présent, le dossier point, le dossier au-dessus, puis le dossier tilde, ça c'est la petite vague, là. Ça se peut que sur Mac, les gens, des fois, ils ont de la misère à le trouver, celle-là. Ouais, essayez de vous aider entre vous autres si vous ne réussissez pas à le trouver. C'est un endroit spécial. Slash, c'est un endroit spécial aussi. Je vais aller là présentement, OK, juste pour vous montrer. Je suis dans le dossier slash présentement, puis je veux m'en aller dans mon dossier à moi. CD tilde, ça va s'en aller dans mon dossier à moi. Donc, tilde, c'est comme le dossier home. Je pourrais m'en aller dans CD tilde / cours 01, par exemple. C'est peut-être un petit peu avancé, là, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre ça du premier coup. Ça prend un peu d'habitude, mais c'est juste pour vous dire, il existe des dossiers spéciaux. Il y a le dossier point, le dossier point, qui sont le dossier présent et le dossier parent du dossier présent. Le dossier tilde, qui est votre dossier d'utilisateur. Le dossier slash, qui est le dossier comme à la base du disque ou du système. Puis, il me semble qu'il y en a un autre. Ah oui. Quand on utilise CD, on peut aussi utiliser le tiret. Le tiret, il est bien pratique, puis c'est pas tout le monde qui le connaît. Moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Puis, je connais pas grand monde qui le savait. Donc, CD, le tiret, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, c'est que ça vous ramène au dossier où vous étiez juste avant. Fait que je vais vous faire un exemple. Je vais m'en aller dans le dossier. Là, présentement, je suis dans mon dossier Home 01. Et je vais aller à la base du système. Donc, c'est des slash. Puis si je fais CD tirer, où j'étais juste avant. Donc, des fois, pour changer entre deux dossiers qui sont très éloignés, au lieu de taper la commande au complet, c'est rapide. Oui, il faut toujours qu'il y ait un espace. Dans le fond, comment ça fonctionne dans Bash par rapport à R, ceux qui sont habitués, je vais juste ouvrir R. Ah oh, j'ai pas R d'installer. Pardon? Non, c'est des points, ça retourne au dossier parent. Mais c'est pas nécessairement là où tu étais juste avant. C'est le dossier qui est juste au-dessus dans l'architecture de dossier. Ça se peut que tu étais là juste avant, si tu es allé dans un dossier, tu fais CD, mais ça se peut que tu fais CD à quelque part complètement différent et tu veux revenir. Y a-t-il des questions, Rimouski? Là, c'est comme pas dans le plan. Oh, pardon, je me suis déconnecté. C'est pas dans le plan de cours en tant que tel. Que ça me fait penser, là, parce que c'est important, mais en même temps, c'est comme supplémentaire pour l'instant. C'est juste
ça va vous arriver de croiser ces choses-là soit dans les notes de cours ou si vous regardez des commandes en ligne, ça peut valoir la peine de savoir que ça existe. Est-ce que vous avez des questions, ici ou là-bas? Moi, j'ai une question à vous aussi. Que chacun fait. Oui, ça sera pas long, je vais le faire. Oui, j'écoute, Vincent. Donc, quand on a la commande cp-r pour copier cours info Linux sur notre... CP, ouais. J'étais capable de le faire, je veux juste être sûre de comprendre. Donc, le point, ça veut dire que ça copie là où j'étais présentement. OK, je vais faire un exemple. La commande copie, comment elle marche? C'est toujours copie. Je vais utiliser en anglais, là, from to. OK? Fait que c'est toujours copier quelque chose à quelque part. Ça, c'est le from. À quelque part d'autre. Donc, on veut de à. OK? Comme les cartes de Saint-Valentin, là. De moi à ma Saint-Valentin. À ma Valentine. Bon. Fait que c'est un peu. C'est comme la Saint-Valentin. Fait que je vais faire from to. OK? From, c'est les cours 01. Puis le to, j'aurais pu faire /home /user 31. Ça aurait très bien fonctionné. OK? Mais ça ici, c'est équivalent à build, qui est mon dossier home. C'est aussi équivalent si je suis présentement dans mon dossier home au point. OK? Le point puis le point, là, il change en fonction du contexte parce qu'il reflète le dossier où tu te trouves présentement. L'adresse du from, le tiret R, comment est-ce que j'aurais pu faire pour savoir que ça existait, cette source-là? Parce que, tu sais, quand je fais mon dire et mes affaires, j'ai rien qui apparaît. OK. Donc, on dirait que ça, c'est accessible pour aller chercher des documents. Ouais, ben tu ne sais pas, puis sur un serveur, d'habitude, tu ne cherches pas dans des places comme ça. Là, moi, j'ai décidé de le mettre là pour que tout le monde ait accès. Donc, ce dossier-là, présentement, la question, c'est comment je fais pour savoir qu'il est là. Tu l'aurais pas su, OK? C'est pas un endroit typique pour mettre des choses sur un serveur, c'est moi qui ai décidé de le mettre là. Par contre, tu vois ici, là, le from, il commence par /. OK? Fait qu'on va en profiter pour aller explorer par là. Je fais CTRL-C pour effacer ma commande, ça ne m'intéresse pas. Je vais faire CD/. OK? Puis là, qu'est-ce qu'on fait pour lister des fichiers? ls. Puis là, je vois qu'à la base du système, il y a tout ça. OK? C'est tous des dossiers qui sont utilisés par le système. Le dossier bin, bin, c'est pour binaries, c'est des fichiers exécutables compilés. Donc, c'est des programmes. Les programmes qu'on utilise. Si je fais ls bin, il va y en avoir beaucoup. OK? ls bin, par exemple, je vais trouver 4 qu'on a utilisé tantôt. OK? Tu vois? Je vois date qu'on a utilisé tantôt, echo qu'on a utilisé tantôt, puis il y en a plein d'autres. Donc, ça, c'est là où je trouve les programmes. Là, je vais retourner à regarder à la racine. Il y a le dossier dev qui, c'est devices, c'est genre les disques qui sont connectés, etc. Lib, c'est des librairies installées. Media, c'est s'il y a des disques durs externes montés, etc., etc. Okay? C'est toutes des affaires standards ça, sur un serveur Linux. Et moi, à cet endroit-là, j'ai mis cours Linux. Puis, je vous ai donné accès à ce dossier-là. Tu vois qu'il y a aussi le dossier Home. Si je faisais ls/home, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier-là. On n'est pas obligé de faire ls sans aucun paramètre. On peut dire ls/home. Afficher qu'est-ce qu'il y a dans Home. Là, on voit qu'il y a 99 utilisateurs qui s'appellent user 01 et 99. Il y a aussi un utilisateur Eric, un parent, puis Anthony, qui sont des gens de l'ISMA qui sont peut-être parmi vous aujourd'hui. Normand, c'est moi. Fait que vous avez tous ces utilisateurs-là qui existent sur le système. Je vais juste faire un petit test pour vous montrer. Si j'essaie de faire cd home, ls, je vois tout ce qu'il y a dans le dossier. Puis je vais essayer d'aller voir dans les... C'est quoi ton numéro de user? Fait que je vais essayer d'aller voir dans les informations de Alice. Là, qu'est-ce que ça me dit? Oh, permission refusée. Quelle bonne traduction. Accès refusé. Donc, je n'ai pas le droit d'aller dans ce dossier-là. Sur Linux, il y a des façons de mettre des permissions. Donc, des permissions spéciales qui font que j'ai soit accès ou pas accès à ce dossier. Eric, oui. Moi, j'ai une petite question. Oui. En fait, la dernière fois, j'ai fait clear et ce que j'ai, c'est /home et j'arrive pas à revenir comme... Tu n'arrives pas à... Excuse-moi, tu n'arrives pas à retenir quoi? Donc, la dernière ligne, là, sur ce que tu as écrit, /home... Ouais.
C'est comme, j'arrive pas à enlever ça. C'est comme, j'arrive pas à... Ah, ok, ben oui. C'est sûr que tu n'arrives pas à l'enlever. Ok, je vais juste. Tu n'arrives pas à enlever cette partie-là ici? Ouais, qui est resté en bleu. Oui. Puis là, si je fais CD, je sais pas où je pourrais aller. CD, slash. En barre, les git. Non, c'est pas ça. C'est vite, faut faire c'est vite. CD, dev, machin, ok. Là, si je me mets à cet endroit-là, je suis allé à cet endroit-là, puis tu vois, ça affiche tout ça ici. OK? Parce que je me suis déplacé à cet endroit-là. Ça, c'est le prompt qui affiche où je me trouve présentement. Donc, c'est comme un aide-mémoire. Tu n'as pas besoin de te souvenir où tu te trouves, le prompt, il te l'affiche tout le temps. Moi, j'aime pas ça, personnellement, parce qu'à un moment donné, quand le prompt est long comme ça utilise comme toute ta ligne, puis moi, j'aime pas ça. Mais par défaut, sur les systèmes Linux, c'est comme ça, puis on peut le changer. Si on veut plus tard, je vais vous montrer comment jouer pour changer les paramètres comme ça. Mais c'est normal. Ça répond à ta question? Oui, ça va. Fait que je vais faire CD. Quand on fait CD, là, je vous ai dit tilde, la petite bague, ça s'en va dans mon dossier Home. Si je fais juste CD sans aucune option, ça s'en va aussi dans mon dossier Home. Et que la commande CD, si on lui donne rien, je me retrouve dans Home User, mon numéro de user. Donc, présentement, je suis là. J'essaie de laisser tout un couple de lignes en haut, là, parce que sur YouTube, il va y avoir un beau logo de Google ici, là, qu'on ne pourra rien lire. Donc, j'affiche qu'est-ce qu'il y a dedans, mon dossier. J'ai le dossier cours 01. C'est directory. Puis je vais faire ls. Moi, je préfère les avoir verticales. Donc, je vois que j'ai un dossier qui s'appelle Alice, mais c'est pas pour toi parce que tu vois qu'il y a un i. Bon, j'ai un dossier Alice, un dossier fichier et dossier, un dossier test, puis un dossier exercice. Puis vous voyez que je les ai numérotés aussi. Okay? Je vous recommande fortement, quand vous travaillez sur un serveur, vous travaillez dans le terminal à distance comme ça, de numéroter vos dossiers en fonction de soit les étapes de vos analyses, soit quelque chose comme ça. Parce qu'après ça, qu'est-ce qui se passe si je veux aller dans le dossier fichier et dossier? CD02 tabulation. C'est super rapide. Ils vont tout le temps s'afficher dans l'ordre, dans un ordre prévisible, celui que moi j'ai décidé. Fait que c'est juste une bonne façon de structurer vos affaires. Et après ça, ben, je sais, je vais retourner en haut, là, CD, cours 02, si je sais d'avance qui est dans le dossier 02, ça va être facile. OK? Par exemple, je vais vous faire un exemple. CD, je vais aller dans le cours 03 test, c'est un dossier test, il n'y a rien présentement dedans sauf ce fichier-là qui dit dossier pour test. Moi, ce que je fais d'habitude, on va voir la commande dire, mais je vais l'utiliser pour te montrer. J'ai un dossier archive, un dossier script, données brutes. Faites ça, mes dossiers ressemblent tout le temps à ça. Donc, je sais que quand je rentre dans un projet, toutes les choses qui ont rapport au projet sont dans mon dossier archive. Tous les scripts sont dans script et toutes les données brutes sont dans données brutes. Après ça, les autres dossiers 03, 04, etc., ben, en fonction de ce que je fais, par exemple, 03, ça pourrait être des alignements, 04, des blasts, 05, d'annotation, je ne sais pas trop. Okay? Fait que ça vaut la peine de structurer vos dossiers comme ça. On va voir la commande RM plus tard, mais présentement, je vais juste enlever les dossiers. PWD, ça me dit où je suis. J'aimerais ça que vous soyez tous dans le dossier cours 01 présentement. Puis on peut faire ls-lh pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier-là. Est-ce que tout le monde a suivi jusque-là? Oui. OK. Merci pour le feedback. Hein. Vu que je ne vous vois pas à Rimouski, là, ça me prend un petit oui comme ça. Ensuite, souvent dans un dossier, ça vaut la peine d'avoir un fichier README comme ça qui explique ce qui se trouve dans le dossier. C'est comme une façon standardisée d'avoir un fichier README. C'est pas obligé d'être .txt, ça peut être juste README. Puis en majuscule. Okay? Sous Linux, là, souvent, quand vous allez télécharger des programmes, il y a un fichier README, un fichier install, un fichier licence, etc. qui sont en majuscule. Comme un truc historique. Mais aussi, souvent, la commande ls va les trier en haut de la liste, parce qu'il commence par une majuscule. Donc, c'est pratique. Tantôt, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une commande pour afficher le contenu d'un fichier. C'était quoi cette commande? Pour concaténer un fichier. 4. Donc, on va utiliser la commande 4, readme. Je n'ai pas besoin de le taper au complet.
Puis là, qu'est-ce qu'il y a dans ce README-là? J'ai juste mis un peu d'informations sur le contenu des différents dossiers. Donc, on voit que dans le dossier 01, il y a quelque chose que j'ai marqué Alice in Wonderland, fait qu'on a probablement l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles dans le dossier 1. Dans le dossier 2, j'ai ça fichier et dossier. J'ai marqué pour tester les opérations sur les fichiers, fait que plus tard, on va tester des trucs dans ce dossier-là. Le dossier 3, si vous voulez faire des choses comme créer des fichiers, copier des fichiers, déplacer des fichiers, vous pouvez le faire à cet endroit-là pour éviter de créer un bordel partout dans le reste de vos dossiers. Encore une fois, sur Linux, ça vaut vraiment la peine de copier si vous travaillez dans le terminal parce que vous n'avez pas toujours accès à un browser, un footer, mais c'est pas ça, un explorateur de dossiers visuel qui va vous montrer tout ce qu'il y a. Fait que de juste avoir une meilleure idée dans votre tête de quoi se trouve où, sans avoir à regarder parce que vous l'avez structuré, ça va vous sauver du temps. Ensuite, dossier 04 exercice, j'ai créé un dossier vide qui va être pour les exercices à la fin du document PDF. Pour l'instant, on va aller dans le dossier 01, Alice, et on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier-là. On voit qu'il y a un fichier alice.txt. Je vais juste essayer de retrouver, je suis où dans mes notes. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier-là? On se dit qu'il y a quelque chose qui a rapport avec Alice. Comment on pourrait faire pour avoir de l'information sur ce fichier-là? Entre autres, je veux savoir si c'est un gros fichier ou pas un gros fichier. Quelle commande je pourrais utiliser? OK, on dit ls-lh. Si je fais ça, on voit que c'est un fichier de 141 kilooctets, 141 K. Si on se souvient tantôt, mon fichier de bienvenue faisait 44 octets. Fait que là, c'est 141 000 octets. C'est possiblement plusieurs milliers de lignes ou quelque chose comme ça. Comment on ferait pour savoir il y a combien de lignes dans ce fichier-là? Il y a une commande que peut-être qu'il y en a qui connaissent ici. La commande WC, que peut-être s'il y a des Français, ils vont aimer ça, cette commande-là. WC, c'est pas pour les toilettes, c'est pour word count. C'est une commande qui va compter le nombre de différentes choses. Ça va compter le nombre de lignes, le nombre de mots et le nombre de caractères dans un fichier. Okay. Donc, si on l'utilise juste comme ça avec Alice, on va voir différents chiffres. 3313 lignes, 2600, 26 445 mots, 144 000 caractères. Okay. Souvent, quand on utilise WC, on l'utilise avec l'option "-l", parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir il y a combien de lignes. Okay. Donc, dans le fichier Alice, il y a 3313 lignes. Si on voulait visualiser ce fichier-là, ben, on a vu une commande déjà 4 pour le texte. Fait que je vais faire 4 Alice et essayer de ne pas cligner les yeux. OK. Fait que là, on vient de voir les 3300, je ne sais pas combien de lignes, 14 lignes. La commande 4 n'est pas très appropriée pour regarder un gros fichier comme ça. Comment je pourrais explorer ce fichier-là pour avoir une meilleure idée de ce qu'il y a dedans? J'ai différentes options. J'ai la commande head qui va m'afficher la tête, dans le fond, là, fait que donc le début du fichier. Donc, si je voulais voir de quoi le fichier a l'air, ben, si je faisais head Alice, je verrais déjà que j'ai le titre, l'auteur, le début du premier chapitre, puis l'histoire a l'air de commencer. Donc, ça me donne déjà une idée sur la structure du fichier. De la même façon que j'ai head, j'ai la commande tail, qui est la fin du fichier, ça répète, ou feed. Tail Alice, puis on voit la fin du fichier. Donc, parfois, si vous avez un gigantesque fichier, ça peut être un fichier de 10 gigs, vous n'avez pas envie de faire 4 puis de tout l'afficher, vous n'avez pas envie de l'ouvrir dans Word s'il fait 10 gigs. Mais vous pouvez utiliser head ou tail pour voir de quoi le fichier a l'air. Encore plus intéressant, pour lire vos fichiers, on a la commande less. La commande less, on va regarder ce que ça fait. Quand je lance less avec Alice, je vois le début du fichier, en haut ici. Je vois en bas le titre du fichier puis un petit curseur. Okay? La commande less, c'est ce qu'on appelle un pager. Dans le fond, c'est un programme pour afficher et lire des longs fichiers texte. Et quand je suis dans un pager, il y a différentes touches que je peux utiliser. Je vous ai fait un petit résumé dans le PDF.
des touches les plus importantes. Donc, les touches les plus importantes, il y a la flèche par en bas pour descendre tranquillement dans le fichier. Donc, je pourrais descendre. Flèche par en haut va monter par en haut. Si, en tout cas, probablement qu'il n'y a pas personne, là, mais CTRL-N et monter. Là. N, c'est pour Next. Puis, ça dépend juste comment vous travaillez. Si vous utilisez ça. Ensuite, si on utilise la touche de barre d'espace, on va descendre d'une page à la fois. Donc, si on a un long fichier texte et on veut lire une page à la fois, on peut le faire de cette façon. Avec la barre d'espace. Une fois que je suis rendu à quelque part plus loin dans le fichier, j'aimerais ça retourner au début. La touche G, je fais juste la touche G, je retourne directement au début. Si je fais la touche G majuscule, j'arrive directement à la fin. Donc ça, c'est des touches de navigation qui sont importantes. Le LESS, là, ça n'a peut-être pas l'air si intéressant que ça, mais ça va vous servir beaucoup si vous travaillez sur un serveur. Ça va vous servir aussi beaucoup parce que tout le manuel de chaque commande, quand vous allez utiliser le manuel des commandes, on va voir ça la prochaine fois où je vais peut-être vous montrer maintenant. Le manuel va vous être affiché dans LESS. Donc, de pouvoir naviguer dans LESS, ça vaut la peine. Ça va vous aider. Si je veux sortir de LESS, j'ai juste à peser sur Q, puis je suis sorti comme ça. Donc, je vais le relancer pour l'instant. Là, je descends un peu. Peut-être que je ne veux pas descendre page par page parce que c'est tellement de lire page par page, mais si je fais la touche D pour down, je descends demi-page par demi-page. Okay? On va regarder ici, j'ai well avec un point d'exclamation. Si je fais D, il se ramasse juste ici. D, ça descend demi-page par demi-page. Puis de la même façon, B pour back, B remonte demi-page par demi-page. Ça ressemble à ça les trucs pour la navigation dans l'ES. Okay? Donc les flèches, la barre d'espace, D pour down, D pour back, G majuscule pour aller en haut, G majuscule pour aller à la fin. Si jamais vous avez un fichier de 10 GB et vous faites G majuscule, ça va prendre longtemps parce que l'ordinateur va devoir lire le fichier au complet puis l'afficher. Vous pouvez, dans ces cas-là, si ça ne vous tente pas d'attendre, peser sur CTRL-C comme on a fait tantôt pour arrêter 4. OK? Il reste une chose intéressante dans LESS. C'est pas grave si vous ne retenez pas tout ça, mais vous allez savoir que ça existe. Si vous faites le caractère slash, avec la barre penchée par en avant, vous voyez en bas à gauche, j'ai un petit 2 points avec un curseur qui clignote. Si je fais slash, je me ramasse avec le caractère slash. Ça, c'est comment on fait une recherche dans CAT. Fait que si je cherche chapelier, c'est-tu de T, Hatter? Sinon, c'est Hater. OK. Fait que si je cherche le chapelier, je vais trouver que la première fois où on voit Hatter dans l'histoire de Alice au Pays des Merveilles, c'est ici. J'ai juste fait Enter, dans le fond. Si je fais le N minuscule, une fois qu'on est dans le mode recherche, là, si je fais N, c'est pour Next. Fait que ça va chercher la prochaine fois où je trouve Hatter. N encore, N encore, N encore. Je vais me promener comme ça. Si je fais N majuscule, je cherche, mais à l'envers. Donc, je remonte dans le fichier. Encore une fois, ce n'est pas essentiel que vous sachiez tout ça. Je vais aller au début, puis je vais chercher Alice. Je devrais le trouver quelques fois. Puis là, je peux me déplacer soit avec la barre d'espace, puis je vais voir où utiliser le N, me déplacer. Vous voyez, à chaque fois, il me le met sur la ligne d'en haut, à chaque fois que je me déplace. Puis je peux retourner en arrière avec N majuscule. Donc, N minuscule, j'avance. N majuscule, je recule. Si je veux sortir du LESS, je fais sur Q. C'était juste une petite parenthèse là, sur ce programme-là très utile, qui est LESS, qui va vous servir à visualiser des fichiers. Fait que je vais vous montrer tout de suite le manuel. Là, je ne l'avais pas mis dans les notes. Là. Si vous utilisez la commande man, vous allez voir le manuel d'une autre commande. Si je veux voir le manuel de la commande cat, je peux faire man cat. Si je fais enter, là, je me rends compte que en bas, j'ai le titre, le manuel de la cat, etc. Et je peux utiliser puis j'ai pris 4 parce qu'il n'est pas tellement long. On va prendre le temps de regarder rapidement de quoi ça a l'air une page de manuel. Ça risque de vous servir quelques fois sur le net. Si je ne sais pas comment utiliser 4, je fais man 4. Il y a différentes sections comme ça.
La première section, évidemment, a dit le nom de la commande, puis une courte description pour concaténer des fichiers et les imprimer. Quand on parle de standard output, là, on parle de l'écran. On affiche ça dans le terminal, comme on a fait là. Le synopsis dit comment l'utiliser, 4 différentes options et un fichier ou plusieurs fichiers. Après ça, il y a une description, concaténer des fichiers, ou l'input standard. Ça, c'est comme on a fait tantôt quand on a fait 4. Là, je me souviens plus, Pierre Rimouski a fait 4 sans aucun fichier. Puis là, tu t'es ramassé dans un... Le terminal attendait que tu lui rentres des commandes. Fait que, ça, c'est le standard input. Standard input, c'est quand on rentre du texte. Puis il y a différentes options. Fait qu'on voit qu'il y a différentes options dans 4. On va en utiliser une, on va juste pour voir. L'option "-n", ou on peut aussi l'appeler en faisant "-number". Souvent, les options ont une version courte, avec juste un moins puis une lettre, puis une option longue avec juste un tiret, pardon, puis une option longue avec 2 tirets, puis un ou plusieurs mots. Donc, si j'utilise l'option "n", ça va numéroter les lignes. Donc, je vais sortir de... Ben, on va l'utiliser après. Si je descends plus bas, parfois, il y a des exemples. Ça peut être le fun si vous ne savez pas trop comment. Comme par exemple, la commande ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va concaténer le fichier F, ce que vous tapez à l'écran, et le fichier G. Fait que, dans certains cas, c'est pas vraiment utilisé souvent. Là, le tiret ici, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que c'est ce que vous allez taper. Fait que ça, c'est pas utilisé souvent, mais ça pourrait. Les auteurs, blablabla, différentes informations. Des fois, il y a la version du programme. Il fait partie des utilitaires de GNU, version 8.21, blablabla. OK? Donc, Alice, c'est un petit peu long à... Bon, c'est pas grave. Je vais faire 4 Alice. Puis là, on voit que j'ai tout mon fichier comme ça. Puis une des options que je pourrais utiliser dans 4, c'est "-n", comme on a vu tantôt. Si je fais 4 "-n", maintenant toutes mes lignes sont numérotées. Je ne dirais pas que c'est très utile très souvent, mais bon, c'est une des options de 4. Puis ça, je l'ai découvert l'option parce que je suis allé voir le manuel avec man. Fait qu'on peut regarder le manuel de la commande man si on veut. On peut regarder le manuel de plein d'affaires, là on voit où il y a plein d'options, fait que on va certainement pas avoir envie d'apprendre tout ça. Des fois, les manuels sont longs, des fois, sont courts. Si je fais CTRL-G, comme on a vu tantôt, je me rends à la fin du document, puis on voit ici, dans ce cas-là, il me dit, je suis la ligne 745, ça c'est en haut du terminal, jusqu'à la ligne 778, et je suis à la fin. Donc, il y a 768 lignes dans le manuel de man. Il y en a qui sont plus longs que ça. Man, LS, 250 lignes. Mais ça pourrait être pratique si je voulais voir différentes options de LS. C'est ça. Ça, c'est le manuel. Y a-t-il des questions par rapport soit au manuel ou soit à LS? Ah, ok. Ouais, je vous l'avais mis ici. Je l'ai mis dans le document? Ouais. Ok. Ben là, qu'est-ce qu'on me dit ici? Là, je retourne au début. On va regarder Alice à nouveau. Puis si vous pesez sur H, vous allez avoir l'aide. OK, ça c'est l'aide de l'ES dans le fond. Là. Ça vous affiche les différentes commandes, tout ça. C'est pas tout le temps très clair nécessairement. Puis il y a plein d'affaires là-dedans qui ne servent pas. C'est pour ça que je vous ai fait un petit peu un résumé des touches les plus importantes. Mais si vous voulez, vous pouvez regarder ce qu'il y a dans l'aide. Pour sortir de l'aide, vous faites Q. On retourne dans le document. Puis je pensais que en tout cas, il y a d'autres façons de se déplacer dans le document aussi, mais c'est pas important pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être, je ne sais pas, Rimouski, est-ce que vous êtes encore là? Je ne vous vois plus. Vous avez peut-être juste changé l'icône, là. Blablabla. Je pense que je ne les vois plus, là. Hide from, present to everyone, profile. Ça sera pas long. On va prendre le temps de regarder si René m'a écrit quoi que ça ne marchait pas. Non. Stop. On est en pause, puis on va dire. Ben,
Ben, y a-tu des questions sinon? Puis sinon, on va peut-être prendre une pause de genre 10 minutes, puis je vais essayer de régler ça, puis au pire, on continue, puis ils l'auront sur YouTube, mais c'est comme plate, mais bon, tant pis pour eux autres. C'est la technologie, je veux dire, ça peut pas échouer. On est bien? Ah, ok. Ok, est-ce que vous m'entendez, René? Ok, mais moi, je vous entends pas, par contre. Écoute, si jamais il y a des questions, je vais m'arranger pour être capable de voir la fenêtre de chat ici, là. Fait que s'il y a des questions, interromps-moi puis pose la question, mais ça sera pas le fun en chattant, là. Veux-tu essayer de déconnecter, rebrancher la caméra? C'est sûrement ça que tu fais. C'est une question de batterie? Welcome to Tech Support. OK, bon, ben, si vous n'avez pas trop de questions, je vais continuer. Si vous avez des questions, essayez de m'interrompre dans la fenêtre, puis on va essayer de faire ça comme ça. Sinon, si jamais vous avez des questions, puis c'est des questions plus longues ou je sais pas quoi, notez-les, puis envoyez-les moi par courriel, puis je vais répondre. Est-ce que ça fonctionne? Donc, on en était au premier chapitre de Alice. Puis, la prochaine étape, c'est quoi? Fait que là, il en reste pas long, en gros. Là, il reste juste à essayer de jouer un peu avec des fichiers puis des dossiers, copier des fichiers, renommer des fichiers, déplacer des fichiers, effacer des fichiers. Puis après ça, c'est rapidement le mot de la fin. Et il y a une liste d'exercices. Si jamais il reste du temps, si jamais votre caméra revient à Rimouski, sinon les gens ici, si vous avez envie de commencer à faire les exercices, en gros, c'est revoir les commandes qu'on a faites aujourd'hui. C'est relativement rapide, mais je vais être là jusqu'à midi ou midi et 10 ou je sais pas quoi, pour vous aider à faire les exercices puis à m'assurer que vous avez bien compris. Je vais changer ça un peu. Ah, c'est pas génial en fait, hein? Bon. OK. Fait que là, présentement, où est-ce qu'on est? Je fais PWD pour voir dans quel dossier je me trouve. Je me trouve dans mon dossier cours 01 Alice. Moi, je voudrais retourner en arrière. Avec CD, je m'en vais dans le dossier parent. Ça m'affiche directement ici que je suis rendu dans le dossier cours 01. Avec la commande ls, je vois les différents dossiers. Puis présentement, comme je veux jouer avec des fichiers et des dossiers, je vais aller dans le dossier 02. Tabulation, ça me complète le nom du dossier. Et là, je suis dans le dossier 02. Encore une fois, le prompt a changé pour me dire. Puis là, maintenant, on connaît un peu mieux. Là, on voit qu'après le 2 points ici, j'ai le tilde ou la petite vague qui me dit que je suis dans mon dossier utilisateur et dans ce dossier-là, je suis dans le dossier /cours 01 fichier, blablabla. Donc, c'est ça que le petit tilde ici veut dire. Ça empêche le petit tilde ici d'écrire /home /user31, ce qui serait juste un peu plus long. Je vais regarder ce que j'ai dans ce dossier-là. J'ai un dossier 01 et un fichier 01. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste manipuler un peu ces fichiers-là. Est-ce que tout le monde ici est dans le dossier cours 01, 02, fichier, dossier? Sinon, la façon facile de se rendre, c'est peut-être de faire CD. Vous êtes présentement dans votre dossier Home. Si je fais LS, je vois que j'ai le cours. Donc, je peux faire CD cours, Enter, LS, CD 02, tabulation. Puis là, je suis dans le dossier. OK? La tabulation, ça marche bien dans ce cas-là aussi pour naviguer. Donc, je vais retourner à mon dossier de base. Si je fais CD, là, je vois que j'ai différents trucs, donc cours, tab encore. Là, je vois, tu sais,
dans le fond, sans faire CD, arrêter dans le dossier cours 1, faire ls, faire CD dans le dossier 2, faire ls. Je peux juste faire CD puis utiliser la tabulation pour afficher tout ce qu'il y a comme dossier possible. Fait que là, je le vois que mon dossier de fichier s'appelle 02. Donc, j'ai fait une seule commande CD au lieu de faire CD, ls, CD en utilisant la tabulation. Bon, encore une fois, je vais faire ls-lh. Là, je vois, j'ai dossier 1, fichier 1. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? C'est pratiquer de faire des copies. Donc, je vais copier avec la commande copie, cp, le fichier 01. Là, je m'excuse, je vais vite quand je fais ça, mais j'ai fait fi tabulation. Puis, je vais le copier en fichier 02. Okay. Quand je veux retaper un autre fichier là, qui est très similaire, là, je ne vais pas commencer à taper fichier, blablabla. Ça ressemble déjà beaucoup à ce que je veux. Okay. Fait que je peux taper ça, déplacer le curseur, puis juste ici. Là, je vais ouvrir parce que j'ai des gros doigts. Fait que je vais recommencer pour vous montrer. Fichier tab, je pourrais effacer si je veux, 02.txt. Des fois, le nom du fichier est long, puis c'est plus pratique de faire comme ça. Okay. Oups. Si je fais ls-lh, on voit que maintenant j'ai ma nouvelle copie du fichier. Et on voit qu'il y a aussi la même taille de fichier. Là, ce fichier-là, il y a une taille qui n'est pas 0, fait qu'il doit y avoir quelque chose dedans. Des fois, je suis gêné de découvrir mes propres jokes que j'ai écrits la veille. Fait que c'est juste écrit, il n'y a rien dans le fichier, continuez. Mais bon, c'est ça. C'est ça qu'il y avait dans le fichier. Ensuite, on voudrait copier le dossier. Pour copier un dossier, ben, je vais copier le dossier 01, dossier 02, puis là, hop, ça ne marche pas. Il faut juste pas oublier, quand on copie des dossiers, ça prend l'option "-r" pour récursif. Ça prend ça absolument. Donc, je vais effacer le terminal, ben, peut-être pas, parce que vous êtes en train de regarder peut-être. ls, je vois dossier 01, dossier 02. Fichier 01, fichier 02. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour copier des dossiers ou des fichiers. Puis là, juste pour vous montrer, là, juste pour faire un exemple dans Linux, je vais retourner dans mon dossier de base. Là. OK. Comment on peut copier en utilisant from puis to de différentes façons. Donc, je peux copier fichier 1. OK. Fait qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Là, je donne tout le chemin vers le fichier. OK. Je peux copier ce fichier-là, puis je pourrais le copier ici. Ou je pourrais le copier ici, /cours 01, blablabla. Ou je pourrais le copier dans mon dossier courant, / d'autres affaires. Ou je pourrais décider que je veux le copier. Là, moi, je vais me déplacer. Là. Je vais aller dans cours 1, 02. Là, je suis juste dans mon dossier à moi, dans le dossier de fichiers. Puis peut-être que je veux copier Alice. Je veux copier le dossier Alice ici. Je peux copier quelque chose qui est dans le dossier parent /01. Donc là, je viens comme de remonter d'un dossier pour pointer vers un autre. Okay? Fait que ça, on appelle ça un chemin relatif. Ça, c'est un chemin relatif. Si je voulais donner le même, puis là, je vais mettre Alice, OK? Si je voulais donner le même chemin sans faire un chemin relatif, si je fais un chemin absolu, ben, je pars à la racine, home, user 31, le cours, dans Alice, qui est dans 01, Alice. Ça, c'est le dossier. Ça, c'est le chemin absolu. Ce chemin-là, il est équivalent à faire til. Cette partie-là, ici, correspond à cette partie-là. Ce chemin-là, il est aussi équivalent à faire, étant donné où je me trouve présentement, point dans cours 01, 01, Alice, Alice. Fait que, ça fait beaucoup d'affaires, puis ça, c'est quelque chose, des fois, que les gens qui sont nouveaux dans Linux ont de la misère à jongler avec dans leur tête. Là, c'est pas une commande de CP valide en passant, là, j'ai 3 arguments, puis ça n'a pas rapport, j'essaie juste de vous montrer différentes façons d'écrire le même path. Dans le fond, j'aurais pu faire un ls à chaque fois, puis vous montrer que c'était dans le même dossier. Mais c'est ça, c'est que peu importe où vous êtes, puis peu importe où vous voulez le copier, vous pouvez utiliser des chemins absolus ou des chemins relatifs. Oui?
copier en même temps changer son nom. OK. On me dit si je veux copier un fichier puis changer son nom. Fait qu'on on va essayer ça. Je fais CTRL-C pour canceller ma commande. Je vais copier ./01 Alice. Fait que je suis en train de copier ce fichier-là. Dans le dossier présent, slash, je vais l'appeler comme ça. OK, Alice, mais avec un autre orthographe, en l'honneur d'une étudiante incroyable que je connais. OK. Donc, j'ai maintenant dans mon dossier le fichier Alice. Donc, ce que ça nous montre, c'est que quand on veut faire juste faire une copie ou faire une copie et renommer, c'est la même commande. C'est la commande CP. De la même manière, quand on va vouloir déplacer ou renommer un fichier, ça va être la même commande. Parce que dans le fond, quand on renomme, c'est comme si on l'enlève de où est-ce qu'elle est, puis on la remet, mais avec un autre nom. On la déplace, en quelque sorte. Mais c'est la même commande. Est-ce que ça, à Rimouski, ça va, cette portion-là qu'on vient de faire, là, de copier les chemins, puis copier en renommant un fichier? Ça veut dire qu'il faut, je sais pas s'il faut que tu te déplaces à chaque fois, René, pour taper sur le... OK. Oui? J'ai un accès refusé quand j'essaie de copier un fichier. Qui se trouve où? Dans le fichier dossier. Donc 01, 02. Est-ce quelqu'un d'autre qui essaie ça, puis ça fait ça aussi? Tu essaies de le copier? Fait que dans le fond, dans ce dossier-là. Nous autres, on a quelqu'un ici qui dit qu'elle ne réussit pas à copier un fichier, ça lui donne un accès refusé. Fait que j'essaie juste de comprendre exactement c'est quoi. Mais ça sera pas grave, je vais aller voir sur son ordi. À quel endroit est-ce que tu te trouves? OK. La raison pour laquelle tu ne réussis pas présentement, c'est que tu n'es pas dans ton dossier à toi. Tu es à la racine du dossier, du système. Fait que tu es comme dans le dossier que j'ai créé pour tout le monde, que vous le copiez. Tu comprends ce que je veux dire? Sinon, je vais te l'expliquer avec un exemple. C'est Clara, c'est ça? Hein? Bon, fait que Clara, elle essaie de copier un fichier. Mais présentement, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans CD/ cours Linux, cours 01, dossier de fichiers. Fait que je vais me déplacer ici. PWD, on voit où est-ce que je me trouve. Je suis dans ce dossier-là. Ce dossier-là, c'est un dossier que moi, j'ai créé en tant qu'administrateur du serveur, que vous avez copié dans vos dossiers à vous autres. Ou en tout cas, c'est ça que tu aurais dû faire. Avec la commande cp-r, ce chemin-là, vers ton dossier. Et on va faire ls-lh. Puis là, vous allez voir que la personne à qui appartient ce fichier-là, c'est root. OK? Ces dossiers-là, c'est root. Root, là, dans le fond, c'est l'utilisateur, c'est comme l'administrateur du système. OK? Quand l'utilisateur root, c'est l'administrateur, lui, il a le droit de tout faire. Si jamais je me connecte en tant qu'administrateur du système, je pourrais tout effacer le système si je veux. Sur un système Linux, il y a des bonnes raisons que tout le monde n'ait pas le droit de faire ça, parce que sinon, quelqu'un ferait une connerie à un moment donné puis effacerait un programme essentiel ou quelque chose. Donc, présentement, tu n'as pas le droit de modifier rien dans ce dossier-là. Personne n'a le droit de rien modifier, sauf moi quand je suis administrateur. Présentement, moi-même, si j'essaie d'effacer le fichier 1, je peux pas. Je vais dire oui. OK, on me dit permission refusée. Je n'ai pas le droit d'effacer rien dans ce dossier-là. Mais par contre, j'ai le droit de copier ce qu'il y a là dans mon dossier à moi. Puis là, dans mon dossier à moi, je peux travailler dessus. Parce que c'est rendu ma copie. On va voir les permissions un peu plus en détail, là, mais ici, ce que ça veut dire, là, entre autres ça ici, là, ça veut dire que l'utilisateur root a le droit de lire et écrire les fichiers et donc de les effacer. Le groupe root, donc le groupe des administrateurs, c'est les autres ici, il a le droit de lire les fichiers. Et tous les autres utilisateurs, ça c'est nous, c'est moi en tant que user 31, puis c'est vous aussi, vous avez le droit de lire le dossier puis les fichiers. Donc vous avez le droit de le lire et de le copier. Mais vous n'avez pas le droit de modifier rien. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, non, peut-être pas.
En fait, c'est juste que je ne sais pas comment revenir dans mon dossier. OK. Fais juste CD, Enter. Ouais. Donc, Clara me demande comment, admettons, être au même endroit que moi. Je fais juste CD. Et là, je viens de retourner dans le dossier. Ça me l'indique ici, le dossier tilde, la petite vague. Je suis dans mon dossier à moi. Si tu fais LS, maintenant, puis que tu n'as pas cours 01, c'est parce que tu n'as pas copié le cours. Est-ce que tu as le dossier de cours? Parfait. Fait que c'est dans ce dossier-là qu'il faut que tu ailles. CD cours 01, 0 fichier. Donc, dans un cas comme celui-là, là, c'est normal, vous n'êtes pas tous très familiers avec Linux, mais dans un cas comme celui-là, pour Clara, si vous faites PW, vous auriez vu à quel endroit vous vous trouvez, puis vous auriez vu que vous n'êtes pas dans Home, User, blablabla, donc vous n'êtes probablement pas là où vous vouliez être. CP. Donc, on a vu comment copier des fichiers, on va voir comment déplacer des fichiers. J'ai tous ces fichiers-là ici. Puis bon, je les ai pas nommés comme dans l'exemple, fait que je vais juste improviser un peu. La commande MV pour move permet de déplacer ou renommer des fichiers. Donc, dans le fond, move, c'est même affaire, from. Quand j'utilise move, je vais bouger un fichier de quelque part ou à partir d'un certain nom, puis je vais l'envoyer à quelque part d'autre, peut-être avec le même nom ou peut-être avec un autre nom. Donc, si je veux déplacer le fichier chez 02 que j'ai créé tantôt, je peux en F02. Maintenant, j'ai mon fichier F02. Et on voit que j'ai plus le fichier fichier 02. En fait, c'est celui-là, c'est le même, j'ai juste changé le nom. Je pourrais aussi faire move mon F02, puis l'envoyer dans mon dossier 02, par exemple. Si je fais, on voit que j'ai plus mon fichier 02 nulle part ici, mais si je fais ls dossier 02, le fichier 02 se trouve dedans. Donc, la commande move sert à la fois à déplacer et renommer des fichiers et des dossiers. Si je veux déplacer un dossier, j'ai pas besoin de rien, ou renommer un dossier, j'ai pas besoin de rien faire de spécial, comme on avait besoin tantôt avec copy. J'ai pas besoin de mettre de "-r, ok? Donc, move dossier 02, D02 par exemple. On voit que mon dossier 02 a été renommé. Et de la même façon, je pourrais déplacer mon dossier 02 dans le dossier 01. Donc, si je regarde maintenant dans dossier 01, j'ai le dossier 02. Là, il existe une commande qui est utile quand vous avez peu de fichiers et de dossiers, mais vous avez la commande tree qui montre un peu l'arbre de tous les fichiers et les dossiers que vous avez. Elle n'est pas installée par défaut sur les serveurs. C'est possible qu'elle ne soit pas sur un serveur sur lequel vous vous connectez. Moi, je l'ai installée sur celui-là parce que parfois, je trouve ça utile. On voit que dans le dossier où je me trouve présentement, qui est ce dossier-là, il y a des fichiers, quelques fichiers comme ça. Il y a un dossier. Dans ce dossier-là, avec le petit symbole ici, il y a un autre dossier. Et dans ce deuxième dossier-là, il y a un fichier. Donc, parfois, la commande tree, elle peut être intéressante pour déboguer un peu là où vous êtes. Mais ça peut ne pas être si intéressant aussi. Je vais vous montrer si je retourne dans mon dossier utilisateur puis que je fais tree. C'est encore correct parce que ça se tient dans une fenêtre, mais j'ai pas grand-chose dans mon dossier utilisateur, puis déjà, ça prend toute la fenêtre. Donc, parfois, tree va juste vous mettre trop d'informations. Par exemple, je vais retourner où j'étais. Je vais aller dans le dossier à la base du système, puis je vais faire tree. Puis là, ben, c'est moins intéressant à regarder un petit peu. C'est pas très utile. Fait que, tu sais, quand on a un petit nombre de fichiers, c'est intéressant, mais sinon, quand il y a 44 000 de fichiers, c'est pas très intéressant. Donc, avec CD-, je retourne là où j'étais juste avant. PWD, juste pour vous confirmer que je suis à cet endroit-là. Et LS, on voit les différents dossiers et fichiers que j'ai là. Là, on a vu comment déplacer, comment renommer. On va voir comment effacer des fichiers et des dossiers.
Par exemple, si je ne veux plus avoir le fichier ASDF, la commande remove va me permettre d'effacer le fichier. Si je regarde maintenant, ce fichier-là n'est plus là. Là, on va faire comme si le fichier Alice était super important, il contient tous mes résultats d'analyse, puis là, oups, je fais ARM Alice. Puis il n'est plus là. Comment je fais pour aller le rechercher? Il y a des gens qui savent déjà où est-ce que je m'en vais avec ça. On ne peut pas aller le rechercher. Ce fichier-là est disparu. Si c'est un dossier important avec vos analyses, il est disparu à tout jamais, à moins que vous fassiez des passe-passe incroyables que l'administrateur du serveur ne voudra pas faire pour vous. Donc, ce fichier-là est disparu, puis vous ne le reverrez jamais. Quand on fait ARM, les fichiers sont effacés du système. Ben, le fichier, techniquement, il reste sur le disque, mais il n'est juste plus accessible, dans le fond. Donc, faites très, la morale de tout ça, c'est faites très attention à quand vous utilisez la commande RM. Il y a différentes façons de faire attention. Par exemple, de faire ls avant. Si je veux effacer quelque chose, je vais me faire une copie, OK? Copie, fichier 01, je vais faire une copie 03, 0. J'ai quelques fichiers 01, 02, 03, blablabla, OK? Moi, qu'est-ce que j'ai en tête présentement? Je veux effacer les fichiers 2, 3, 4, 5, mais pas le 1. Fait que je ne veux pas effacer celui qui a TXT, mais je veux effacer les autres. Je pourrais faire RM, fichier 02, fichier 03, fichier 04, mais peut-être que là, j'en ai pas juste 5, peut-être j'en ai 10 000 fichiers ou 1000 fichiers dans mon dossier. Ce que je fais, je vais utiliser un truc de Linux, puis je vais RM, fichier étoile. Le étoile, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va, faites-le pas en passant pour l'instant, là. Le étoile, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va, je vais utiliser ls ici pour vous montrer. Le étoile, il veut dire n'importe quoi. Donc, présentement, je suis en train d'afficher tous les fichiers qui commencent par le texte fichier, barre de soulignement, 0, suivi de n'importe quoi. Et ça, c'est tous les fichiers ici. C'est une erreur très commune en Linux sur un serveur ou sur Mac ou de quoi, de faire RM, fichier étoile, puis de penser, voilà, que ça va effacer juste ceux-là que je voulais. Mais parfois, il y a d'autres choses qui ressemblent au fichier qu'on voulait. Et là, je viens d'effacer le fichier 01.txt que je ne voulais pas effacer. Puis il contenait mes résultats que ça m'a pris 3 mois de travail. C'était peut-être un dossier à créer, mais c'est fini, ils sont partis. Okay? Fait que quand vous voulez faire quelque chose comme ça, là, je vais juste recréer un fichier 01.txt. Puis je vais facile. Je me suis juste recréé quelques fichiers. J'ai recréé mon fichier 01, mais là, il n'y a rien dedans parce que j'ai perdu mes analyses. J'ai les fichiers 01, 2, 3, 4, 5. Et admettons que je voudrais tous les effacer, mais pas le premier. Avant de faire mon RM, ce qui est très dangereux, je vais faire un ls, fichier étoile. Puis je vais regarder. Si jamais je faisais un RM là-dessus, qu'est-ce que je vais effacer exactement? Puis là, je vois que j'ai celui que je ne voulais pas effacer. Fait que dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que mon patron de recherche ici, là, avec l'étoile, il est pas assez précis pour effacer juste ce que je veux, puis ça va être dangereux. Fait que si je voulais faire quelque chose comme ça présentement, je pourrais faire move mon fichier 01. Présentement, mon fichier 01 là, que je veux garder s'appelle temp. ls pour confirmer. C'est seulement les 4 fichiers que je voudrais effacer. Maintenant, il me reste juste mon fichier temp. Je peux utiliser move. Le renommer comme je voulais. Puis présentement, j'ai gardé mon fichier que je voulais. C'est juste un truc là, dans ce cas précis-là, là, qui ne s'applique pas tout le temps, là, mais c'est ça. C'est juste d'être très, 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 très vigilant. Ça va vous arriver à un moment donné, puis ça m'est arrivé déjà sur des gros projets, des analyses de plusieurs semaines ou des données brutes qu'on n'avait plus ou des trucs comme ça, des effacés. Fait que c'est ça. Faites toujours ls avant de faire un RM. René, peux-tu me confirmer que tout le monde a bien compris que j'étais très sérieux quand je disais de faire attention? Ou qu'il n'y a pas de questions?
Sinon, mais on est rendu pas mal à la fin. Puis je vais juste faire... Parfait, merci René. Juste faire un genre de récapitulatif super bref de ce qu'on a vu aujourd'hui. Fait qu'on a vu comment se connecter au serveur Linux, c'est qu'on soit sur Windows, Mac ou Linux. Comment faire des setups un peu de votre PuTTY.exe si vous êtes sur Windows. Là, ça vaut la peine un peu parce que sinon ça a l'air... c'est pas très beau le terminal. Là. Puis si vous êtes pour travailler longtemps, connecté à distance comme ça, ça vaut la peine peut-être que ça ait l'air de quelque chose de beau. On a vu comment naviguer dans les dossiers, un peu des dossiers spéciaux. Toi, tantôt, tu voulais que... Non. Alice, qui voulait que je répète les dossiers spéciaux? C'était Alice, hein? Non? Je vais juste faire une révision super rapide. Puis toi, tu avais une question tantôt que j'ai pas répondu finalement. Ça se peut-tu? Non? OK, bon. Les dossiers spéciaux, il y a le dossier point, qui est le dossier courant. Point, qui est le dossier parent. Le dossier tilde, qui est votre dossier d'utilisateur. C'est toi, ça? Le dossier slash, qui est le dossier à la racine des disques, dans le fond, à la racine du système. Et tiret, c'est pas un dossier en tant que tel. Là, tous ceux-là ici pointent vers des dossiers. Ceux-là, c'est des dossiers qui sont toujours les mêmes si vous êtes le même utilisateur. Puis ceux-là, c'est des dossiers qui changent en fonction de où vous vous trouvez. Mais le tiret ici, qui est le symbole moins, là, lui, il pointe vers le dossier présent. Le dossier dans lequel vous vous trouviez juste avant. Donc, par exemple, si je fais CD dans mon dossier d'utilisateur, puis que je veux revenir où j'étais il y a une seconde, CD-, je retourne dans ce dossier-là. On a vu aussi comment afficher et lire des fichiers. Donc, soit avec cat, si c'est un fichier court, avec head ou tail pour voir le début et la fin des fichiers, avec less pour naviguer dans un fichier puis lire un fichier qui est plus long. Comment copier, déplacer, renommer, effacer des fichiers. Il y a un truc peut-être qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu comment créer des fichiers, puis je vais vous faire ça très rapidement. Pour créer des fichiers et des dossiers, il existe deux commandes. La commande touch. Je vais créer un fichier, je vais l'appeler nouveau fichier, .txt. Je vois que j'ai mon nouveau fichier .txt. OK. La commande touch, qu'est-ce qu'elle fait dans le fond? Je vais faire un ls-lh. C'est qu'elle va updater le moment où le fichier a été accédé. OK? Mais si le fichier n'existe pas, elle va créer le fichier. Elle va créer un fichier vide. Donc, présentement, il est 11h33, il est rendu 11h34. Peut-être pas sur le serveur, mais on va s'essayer. Si je fais touch, nouveau fichier, on voit que le fichier avait été modifié 11h33 et maintenant il a été modifié 11h34. Ça sert en programmation Bash. Bash, c'est le nom du terminal dans lequel on travaille. Là. Quand on veut comparer, est-ce que tel dossier a été updaté depuis que j'ai fait telle autre action ou quelque chose comme ça. Sinon, nous, on va s'en servir surtout pour créer des fichiers vides. Donc, ça ressemble à ça, c'était pour créer un fichier, donc la commande touch. Fichier, .tx, .tx. Pour créer un directory, pour créer un dossier, c'est la commande make dir. Donc, mkdir pour make directory. Dossier. Nom du dossier. Maintenant, j'ai un nouveau dossier ici. Donc, ça, c'est pratique. Touch, peut-être vous en servirez pas si souvent, mais makedir, c'est quand même important. Dossier 01, make. J'ai tous ces dossiers-là. Et c'est comme ça qu'on crée des dossiers. Puis toutes ces commandes-là, dans le fond, vont vous permettre de gérer vos dossiers, créer des nouveaux dossiers, déplacer, etc. pour préparer pour des analyses, par exemple. Oui? Par exemple, le fichier texte, écrire du texte. Bon, là, une question qu'on me dit, comment je fais pour écrire du texte dans un fichier? Il y a plusieurs façons. Il y en a des simples, il y en a des plus compliqués. Je vais vous en montrer quelques-unes, mais c'est pas des trucs du cours d'aujourd'hui tant que ça. Là. Echo, texte. Je vais l'appeler comme ça. Ça me l'affiche à l'écran. OK? Donc, ça me ressort la sortie de la commande.
vertical. C'est pas vrai, excusez-moi. Je vais utiliser ça. Si j'utilise le symbole plus grand que, ce symbole-là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un symbole de redirection. Je suis en train de rediriger la sortie de la commande qui est normalement affichée à l'écran. Je la redirige dans un fichier. Donc, fichier text.txt. Un nouveau fichier ici qui s'appelle fichier text.txt. Si je fais 4 sur ce fichier-là, on va voir que dedans, il y a exactement ce que j'ai mis dedans. Donc, parfois, mettons la date, je pourrais vouloir la date, puis envoyer la date dans TXT. La date dans le fichier texte. Je pourrais même faire mon echo, puis après ça, j'en mets 2. Ça, ce que ça veut dire, c'est pas de prendre un fichier puis de mettre ça dans le fichier, mais de le mettre à la fin du fichier. Donc, d'ajouter à la fin du fichier. Donc, si je regarde maintenant ce que j'ai dans mon fichier texte, j'ai texte pour fichier et la date. Et si je refaisais la commande de la date quelques fois, puis là, je refais 4, je vois que dans mon fichier qui commence juste en bas de cette ligne-là, il y a la date avec différentes heures. Okay? Là, ça me fait penser à quelque chose dans le terminal. Là, quand je lance des commandes, j'essaie de ne pas taper pour rien. Si j'utilise la flèche par en haut, je remonte dans l'historique des commandes. Si j'utilise la flèche par en haut. Donc, si je ne veux pas avoir à retaper une longue commande, celle-là, mettons, ben, je ne suis pas obligé, j'ai juste à remonter. Il y aura d'autres trucs que je vais vous montrer plus tard là, pour rechercher encore plus efficacement des commandes que vous avez déjà lancées. Donc ça, c'est une façon de faire, rediriger avec ce symbole-là ou ajouter à la fin d'un fichier avec ce symbole-là. C'est une façon de faire pour écrire dans un fichier. Sinon, on peut utiliser un éditeur de texte. Il y en existe plusieurs qui fonctionnent dans le terminal. Moi, j'utilise Vim. VI, ça lance Vim. Puis, admettons que le fichier texte, je veux l'éditer. Je lance Vim, puis là, je suis dans l'éditeur de texte. Puis, je peux faire. Fait que ça, c'est Vim. Là, si vous avez lancé Vim, lancez-le pas, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas lancé. Si vous l'avez lancé, pour sortir, il faut faire 2 points. On voit le 2 points qui apparaît en bas à gauche. Là, pareil comme quand on était dans l'Est tantôt. Puis là, si je fais Q, ça va être pour quit. Puis là, comme j'ai modifié le fichier, il va falloir que je mette un point d'exclamation parce que sinon, il ne voudra pas sortir. Il va dire tu as modifié le fichier, tu ne l'as pas enregistré, je ne veux pas que tu sortes. Donc là, je viens de sortir du fichier. Vim, c'est un éditeur de texte très puissant, pas mal avancé. Je ne vous conseille pas de le faire. Si vous l'essayez et vous n'avez pas d'aide, vous êtes perdu d'avance, c'est sûr. Okay? Parce que Vim, en tout cas, on va laisser ça là puis on en reparlera plus tard. Il y en existe d'autres. Il y a entre autres Joe. On vient mis Joe, qui est un éditeur de texte. Et celui-là, vous allez probablement être beaucoup plus familier avec. Vous pouvez utiliser les flèches. Vous avez juste à taper, à vous déplacer. Dans Joe. Si vous voyez en haut complètement, là, il y a une barre d'aide okay, qui me dit « Je suis en train d'éditer le fichier texte, blablabla. Il y a des modifications, tout ça, etc. » Puis, on me dit « Si je fais CTRL-K-H, je vais avoir de l'aide. Okay? » Fait que si je fais CTRL-K-H, je me ramasse avec mon fichier texte qui est en bas. Puis j'ai toutes les commandes de Joe qui s'affichent en haut. Donc ça peut être un éditeur de texte dans la ligne de commande. Là, je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui se demandent pourquoi est-ce que j'aurais envie d'utiliser un éditeur de texte comme ça. Mais quand vous êtes connecté sur un serveur, puis je vais vous faire un exemple, là, je vais faire un court script. Quelque chose. Puis là, je veux le sauvegarder, donc je vais voir dans les options, je vois que CTRL-KX, ça fait save, puis ça sort, CTRL-KX, je viens de le sauvegarder. Je vais faire une passe-passe. Mon fichier. Ce que je fais, c'est que je vais lancer mon fichier texte. Puis là, c'est rendu un script. Okay? Donc, parfois, pour faire des courts scripts comme ça, d'avoir accès à un éditeur de texte sur le serveur, c'est bien pratique. Là, je vais le bouger. Ça a l'air d'être un script, je vais l'appeler script.
SH comme ça, là, vous voyez, il est vert en plus. Là, ça, c'est parce que j'ai changé les permissions pour le rendre exécutable comme un programme. Okay? Donc, en vert, c'est les programmes, dans le fond. Le point SH, c'est l'extension comme standard pour faire des scripts en bash. SH, là, c'est le nom c'est shell. Le shell, c'est le terminal. SH, c'est comme le langage qui existait avant le bash. C'est resté comme ça. Donc, point .sh, c'est un script. Pour le lancer, il faut que je dise il est où le script. Il est dans le dossier courant. Puis voilà, ça lance mon script. Donc, avec Joe, c'en est un. Nano, c'est un autre éditeur. On va voir les éditeurs de texte plus tard. Là. Fait que là, on voit que Nano fonctionne un peu différemment. Il y a différents raccourcis qui sont en bas. Il met aussi de la couleur parce qu'il sait que c'est un script bash. Il me met de la couleur pour me montrer que ça, c'est une chaîne de caractères. Ça, c'est une commande en bleu. En espèce de turquoise foncé, c'est un commentaire. Donc, ça permet juste de se retrouver un peu mieux. Donc, ça, c'est les différentes façons qu'on peut écrire dans un fichier. Mais ça, c'est tous des sujets qu'on n'a pas vus aujourd'hui. Ils ne sont pas très importants pour aujourd'hui. C'est important peut-être juste de savoir que ça existe. On va revoir ça un peu plus en détail. Là. Entre autres, les éditeurs de texte, les redirections, puis tout ça, on va voir ça en détail un peu plus tard. Donc, dans les prochains cours, on va juste continuer à apprendre des commandes de base pour l'instant, à voir un peu plus de ces genres de sujets-là là, qui ont rapport au terminal ou à des commandes spéciales. Puis, dans le but que d'ici 2-3 semaines, peut-être on commence à faire des choses un peu plus intéressantes, là, de jouer avec des données, faire des blasts, aligner des séquences ou des trucs comme ça. Mais, dans le fond, ce que j'aimerais mettre l'emphase, c'est que soit en programmation ou soit dans ce cas-là, en jouant dans le terminal, là, quand on joue avec soit Linux ou soit la programmation, connaître les bases, c'est essentiel. Si vous ne comprenez pas les bases, vous ne savez pas comment déplacer un fichier, vous ne savez pas comment vous déplacer, comment éditer un fichier texte, comment des trucs comme ça, qui peuvent paraître moins le fun au début, c'est juste impossible de penser que vous allez installer des programmes, préparer des fichiers de données, des scripts, puis lancer des programmes. Donc, c'est super important de bien comprendre les bases comme ça. Et tranquillement, on va essayer de faire des choses de plus en plus intéressantes au niveau plus bio-info, mais la formation, en gros, va être plus axée sur les bases de Linux pour que vous puissiez faire, peu importe c'est quoi les applications que vous voulez faire par la suite. René, est-ce que vous avez des questions de votre côté? Je sais que c'est un peu pas nécessairement le fun de les poser dans la fenêtre de chat, mais sinon, prenez-les en note comme je vous dis, puis envoyez-moi un courriel. Puis ici, y a-t-il des gens qui ont d'autres questions sur peu importe quoi jusqu'à date ou d'autres questions un peu plus avancées? Là? Non? Donc, merci beaucoup d'avoir été là pour le cours aujourd'hui. Dans la section 6, comme je vous ai dit, vous avez une liste des commandes qu'on a vues aujourd'hui, du moins celle-là qui était au programme du cours. Puis dans la section 5, vous avez les exercices. Les exercices, là, je vous conseille fortement de les faire. Ça va réviser ce qu'on a vu aujourd'hui. Puis, c'est comme la seule manière d'apprendre, dans le fond, soit en programmation ou avec le terminal comme ça. Là, si vous ne faites pas les exercices vous-même, ça va pas vous rester dans la tête. Dans le fond, on n'apprend pas à utiliser un serveur en lisant un livre ou un PDF. Là. Fait que ça vaut la peine de faire les exercices. Oui? Ah, OK. Dans le courriel du cours qui était envoyé récemment, il y avait des liens. Je vais retrouver ma page GitHub, puis je vais la présenter aux gens du RAC aussi. Stop. Bon. Sur cette page-là, GitHub, OK. Dans le fond, ça, c'est un site pour partager du code ou des choses comme ça. C'est pour ça que ça a l'air de ce que ça a l'air, puis qu'au début, on voit des dossiers, tout ça. C'est pas vraiment ça qui vous intéresse. Descendez jusqu'à plan de cours, puis là, vous avez le document du cours. Si vous voulez, moi, je suis là pour encore 15-20 minutes ou quelque chose comme ça pour vous aider à avancer dans les exercices si ça vous tente. Puis René, j'ai juste pas vu si pas de questions, OK. Fait que merci beaucoup à vous autres, puis bonne fin de journée. N'hésitez pas à m'écrire des courriels s'il y a quoi que ce soit, puis on se revoit sinon mercredi prochain. OK. Salut, bonne fin de journée.